Bonjour à toutes et à tous, je me présente Eva Julien Maki, responsable de l'épreuve collaborative des Olympiades nationales de la chimie. On vous propose dans cette vidéo avec mon équipe de vous présenter un petit peu une correction possible de l'épreuve collaborative 2024 qui s'intitulait Jusqu'au bout de l'extrême limite. Donc on a travaillé sur ce sujet avec Amandine Altmaier-Anzien, Romain Jersey et Marc Pressé, donc les concepteurs des différentes épreuves sur lesquelles vous potassez depuis quelques années maintenant. Et là on va regarder un petit peu ce que vous auriez pu faire en termes d'exploitation des documents pour nous proposer une correction de ce sujet. Alors, on y va pour la première partie. La première question qui vous était posée, c'était de faire un bilan énergétique au niveau de la respiration cellulaire, au niveau aérobie et anaérobie. Pour ça, dans le document 1, vous aviez différents schémas qui vous étaient proposés, que vous pouviez capturer et mettre sur le PowerPoint de présentation de votre correction. Grâce à ces schémas, qu'est-ce qu'on pouvait en déduire? Alors, si on se focalise sur la respiration aérobie, on avait un bilan à établir qui est le suivant. Donc, C6H12O6 plus 6 molécules d'O2 et 36 ADP, donné à une certaine quantité de CO2, d'H2O et 36 molécules d'ATP. Ce 36 molécules d'ATP, on le multiplie par l'équivalent énergétique d'une ATP et on obtient comme bilan 1098 kJ par mol. Cette valeur-là, il fallait la comparer à ce qu'on obtenait pour un processus anaérobie. On reste toujours sur le même document à exploiter, sauf que cette fois-ci, le bilan est différent. On va obtenir à partir du processus anaérobie seulement 2 ATP. D'accord? Et donc, le bilan énergétique associé, c'est 2 fois 30,5, soit 161 kJ par mol. Et donc, en fait, quand on fait le ratio entre aérobie et anaérobie, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient du coup un rapport de 18 entre les deux, et c'est ça qu'on attendait pendant cette correction, c'était une exploitation de ces documents, des bilans, des équations bilan et le bilan en ATP, et surtout un rapport entre les deux. Donc on obtient un facteur 18. On passe maintenant à la partie numéro 2, à savoir toute la partie étude de documents sur, vous êtes un coach sportif, vous avez 2 sportifs en face de vous à entraîner en vue des Jeux Olympiques 2024 et en fonction des différents examens que vous allez pratiquer sur chacun d'eux, vous allez pouvoir déterminer le sport dans lequel il exploitera le mieux ses différentes capacités. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait retirer comme information dans le document numéro 2? Dans le document numéro 2, déjà, on avait une formule sur l'impédance Z qui était donnée en fonction de la tension U mesurée du courant I. Z égale U sur I. La valeur de I était également donnée dans ce document, 500 microampères. Donc là, vous voyez, à chaque fois, on vous montre comment exploiter les documents et vous pouvez aussi bien présenter ça comme ça lors de votre présentation orale. Dans le document 8, on vous avait proposé un bilan des différents résultats un peu sous forme de prise de sang, de résultats de prise de sang à utiliser pour chaque document. Donc, chaque document de 2 à 7 avait un lien avec le document 8. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce document 8 pour l'athlète A et l'athlète B? Eh bien, pour l'athlète A, on trouve le voltage U, la tension. Et vous voyez que vu qu'on a I et qu'on a U, on va pouvoir déterminer le Z de chacun des athlètes. Pour l'athlète B, on trouve une valeur de 0,750 volts. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit pour chacun des sportifs la valeur de son impédance, 1250 pour le A, 1500 pour l'athlète B. Et là, du coup, en revenant dans le document numéro 2 où on pouvait relier l'impédance à la masse grasse, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver du coup pour le sportif A une masse grasse d'environ 10 kg et pour le sportif B une masse grasse d'environ 15 kg. Toujours sur ce document 2, en bas du document 2, on trouve la masse des os qui est à peu près égale à 15% de la masse totale. On trouve pour chacun des athlètes, alors le rond noir est mal entouré, mais on trouve une masse A de 60 kg pour l'athlète A et une masse B de 90 kg. On connaît la masse totale des athlètes, on connaît la masse grasse, on peut en déduire du coup la masse osseuse en faisant 15% de la masse trouvée dans le document 8. Donc on trouve pour chacun des athlètes 9 kg pour l'athlète A
et 13,5 kg pour l'athlète B en termes de masse osseuse. On n'a pas fini dans ce document 2. On a comme information que la masse des muscles plus des os plus de la graisse représente 70% de la masse totale. Donc, on va exploiter encore une fois cette information. On trouve du coup pour chacun des sportifs, pardon, parce qu'on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Donc, on trouve pour le sportif A 42 kg pour les os, la graisse et les muscles, et pour le sportif B 63 kg en tout pour les os, la graisse et les muscles. Et vous voyez que du coup, grâce à ça, on va pouvoir extraire uniquement la masse musculaire, puisqu'on a déterminé la masse grasse, on a déterminé la masse osseuse, on a la masse de tout, on en déduit la masse des muscles. Ça va nous donner quoi du coup en termes de masse musculaire? Eh bien, pour le sportif A, on trouve 23 kg. Pour le sportif B, on trouve une masse musculaire beaucoup plus importante de 34,5 kg. Dans les deux cas, on constate qu'en fait, on trouve pour le sportif A et le sportif B que la masse musculaire fait environ 38% de leur masse totale. Masse totale, je vous rappelle, vous la retrouverez dans le document numéro 8. Et donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Eh bien, grâce à la dernière information du document 2, à savoir que des sportifs entraînés ont une masse musculaire qui varie entre 20 et 35% de leur masse totale, eh bien, ces sportifs, ils ne sont pas assez entraînés, d'accord? Une masse musculaire trop importante par rapport à la masse totale, c'est une traduction que ces sportifs ne sont pas entraînés. Donc, voilà ce qu'on pouvait conclure de ce document numéro 2. On passe au document numéro 3. Dans ce document numéro 3, on avait du coup la réalisation d'un dosage et pour faire ce dosage, eh bien, on vous demandait d'écrire en fait les équations bilan associées aux différents dosages qui se produisaient. Donc, on avait des dosages d'oxydoréduction. Vous avez du coup les demi-équations associées puisqu'on vous donnait les couples oxydant-réducteurs dans le document numéro 3. On écrit les demi-équations électroniques associées à chacun des intervenants de la réaction. Et puis ensuite, on équilibre le nombre d'ions pour pouvoir faire la somme de ces demi-équations. Donc, on multiplie la première par 5, la deuxième demi-équation par 2, ce qui permet d'avoir du coup un nombre d'électrons échangés de 10. Et on en déduit l'équation bilan finale qu'on attendait de vous lors de la présentation, qui permettait en fait de mettre en évidence le bilan molaire suivant, à savoir que le nombre d'acétaldéhyde formé, vous voyez qu'il y a un rapport de 5, il y a un coefficient stoichiométrique de 5, et bien c'est 5 fois l'avancement, c'est 5 fois ce xi, et la quantité d'acétaldéhyde formé correspond à la quantité d'acide, je vais y arriver, lactique consommée. D'accord, on voit qu'on a bien 5 et 5 des deux côtés. Mais voilà, l'avancement de la réaction, c'est xi. Et donc, du coup, on a une quantité d'acétaldéhyde formée de 5 fois l'avancement. Et bien, cet avancement, il va falloir qu'on le calcule quelque part à un moment. Donc, pour ça, on fait un titrage en retour du bisulfite en excès. Donc, on a une deuxième réaction à exploiter qui vous est proposée ici. Et on constate que la quantité de bisulfite restant, c'est la quantité de bisulfite initiale à laquelle on va retrancher la quantité d'acétaldéhyde. La quantité de matière de bisulfite, on peut l'exprimer en fonction de la concentration et du volume, hein, N égale C fois V. Et donc, ça nous donne C du bisulfite fois le V du bisulfite. Et on a dit juste avant que la quantité d'acétaldéhyde formée était égale à la quantité d'acide lactique consommée. Troisième réaction, la réaction de titrage. Cette réaction de titrage fait intervenir du diode. Donc, on écrit encore une fois les demi-équations électroniques associées. On équilibre au niveau des électrons, mais il n'a pas besoin de rajouter de coefficient multiplicatif. Et on obtient la dernière équation bilan à exploiter. On est dans une réaction de titrage, donc on va se placer à l'équivalence. Au niveau des coefficients stoichiométriques, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que la quantité de bisulfite restant correspond au final à la quantité de d'iode versée, puisqu'on a le même coefficient stoichiométrique entre les deux. Et donc, ça nous donne quoi? Eh bien, la quantité de bisulfite restant, on l'a exprimée juste au-dessus. Donc, on dit que c'est C fois V moins la quantité d'acide lactique égale la quantité de matière de d'iode versée, à savoir la concentration de d'iode fois le volume équivalent versé. On en déduit du coup eh bien, la concentration en acide lactique, puisqu'on a du coup la quantité de matière. Il nous reste à avoir le volume. On
On obtient quoi? Eh bien, on obtient que la concentration d'acide lactique, c'est pas facile, hein. Ça correspond à quoi? C'est la concentration de bisulfite fois le volume de bisulfite, moins la concentration de I2 multipliée par le volume équivalent, le tout divisé par le volume de sang. D'accord? La valeur des volumes équivalents, encore une fois, notre document numéro 8 qui regroupe toutes les données, eh bien, on trouve dans ce document numéro 8 la valeur du point équivalent hein, dans le Wingate test. On trouve pour le sportif A 20,8 ml, pour le sportif B 15,9 ml, ce qui permet de remonter à la concentration en lactate. Et on trouve pour le sportif A 8,4, pour le sportif B 18,2. La conclusion, c'est quoi? Là, on exploite le document 7 qui vous donnait en fait des profils de performance des différents sportifs sous forme de diagramme en araignée. Et on constate quoi? On constate qu'au vu de la concentration en lactate, eh bien, le sportif A est plutôt un athlète qui est endurant. Donc, s'il est endurant, on va plutôt lui proposer du marathon ou du tennis de table. Le sportif B, lui, c'est plus un athlète qui est puissant. Donc, on va lui proposer plutôt des sports courts, des activités sportives courtes, à savoir le saut en hauteur et le 50 mètres nage libre. Les valeurs limites qu'on obtient sont relativement hautes et ça, c'est normal. Ça aurait pu être une manière de compléter votre étude du document 3. On est vraiment dans la fourchette haute de valeurs de concentration en lactate. Pourquoi? Rappelez-vous la première conclusion qu'on a établie sur ces sportifs, c'est qu'ils ne sont pas assez entraînés. Donc, c'est normal qu'on soit dans les valeurs limites. Passons au document numéro 4. Alors, le document numéro 4, c'est des mesures de la VO2 max, donc la quantité maximale d'oxygène qu'on peut atteindre, qui évolue en fonction de notre entraînement. Et il y a différents tests possibles pour évaluer ce VO2 en fonction de la durée de l'exercice. Donc, soit le test de Cooper, soit le test de Margaria. Pour trancher, eh bien, on va aller chercher la durée de notre exercice. Et pour ça, toujours pareil, on va aller regarder notre document 8. Et dans le document 8, on constate qu'on nous donne des valeurs de distance pour un exercice de 15 minutes. D'accord? Donc, si on nous donne 15 minutes, ça nous permet de choisir comme test le test de Margaria, puisque le test de Cooper, c'est pour des valeurs de 12 minutes. Donc, c'est trop petit. Donc, on va chercher l'autre. Ce test de Margaria, la formule dépend du temps et de la distance. Donc, encore une fois, on va aller chercher dans le document 8 la valeur de la distance. Supérieure à 3000 pour le sportif A, inférieure à 3000 pour le sportif B, parce que du coup, ce n'est pas la même formule aussi en fonction de la distance. On trouve du coup pour le sportif A une VO2 max de 80, pour le sportif B une VO2 max de 45. On va aller chercher du coup dans nos profils de performance et donc pour le sportif A où on avait sélectionné au départ d'autres sports, et bien là maintenant on se rend compte que c'est un sportif de haut niveau avec une limite basse en VO2 qui nous permet de discriminer et de sélectionner uniquement le marathon pour notre sportif numéro A. Donc pour le sportif A, c'est acté, le marathon va lui correspondre le mieux. Pour le sportif B, pas encore. Pour le sportif B, on sait qu'il n'est pas assez entraîné. On avait sélectionné le saut en hauteur et la natation, donc on garde. On aurait pu ajouter le tennis de table et le handball au vu de sa VO2 max, mais le handball et le tennis de table, on l'avait déjà éliminé lors de l'étude du document 3 sur la lactatémie qui n'était pas en cohérence avec ces deux sports. Donc on reste toujours sur le saut en hauteur ou la nage libre. On ne peut pas encore trancher sur le sportif B. Du coup, si on ne peut pas trancher, il faut continuer l'analyse des documents. On passe au document 5. Le document 5, c'était l'utilisation de la méthode de Jaffe et donc exploitation d'une spectrométrie d'absorption. Donc, on constate que la concentration elle est variable en fonction de l'absorbance. On relève différentes valeurs de concentration qu'on relie à l'absorbance. Donc, on fait la correspondance suivante. Je ne vous les fais pas tous, mais ils sont écrits sur la diapositive. On exploite ces valeurs de concentration et d'absorbance grâce à l'Excel auquel vous avez droit sur l'ordinateur et on trace du coup l'absorbance en fonction de la concentration et on trouve du coup en faisant une régression linéaire 0,0062 fois la concentration moins 0,0126. Comment on exploite ça? Toujours notre document 8 qui regroupe toutes les infos sur chacun des athlètes.
On observe, on trouve en tout cas dans ce document 8 les absorbances suite au test déjà fait pour chacun des athlètes, 0,38 pour l'athlète A, 0,71 pour l'athlète B. Grâce à la valeur de l'absorbance et à la régression linéaire qu'on vient de faire, on peut en déduire la concentration molaire pour chacun des sportifs, 63,32 et 116,55. Et à partir de la concentration molaire, on peut en déduire la concentration massique, car les deux sont reliés par la masse molaire. Et on trouve du coup 7,2 et 13,2. Ces valeurs de concentration massique, grâce au document numéro 5, on peut en déduire la masse, on peut de manière qualitative caractériser la masse musculaire. Pour le sportif A, eh bien, on trouve une masse musculaire qui est faible. Pour le sportif B, une masse musculaire qui est très élevée. Et donc, ça confirme ce qu'on a dit pour le sportif A, à savoir qu'une masse musculaire faible, c'est en cohérence avec le marathon. C'est aussi en cohérence avec le saut en hauteur et le tennis de table, mais on avait déjà éliminé ces deux sports pour le sportif A suite à la lactatémie et à la valeur de VO2 max. Donc le sportif A, on est toujours raccord, il est bon pour le marathon. Pour le sportif B, on peut éliminer le saut en hauteur maintenant et on va se concentrer du coup sur le 50 mètres nage libre. Le handball correspondait à cette valeur à cette caractérisation de masse musculaire, mais on l'avait déjà éliminé au préalable par la lactatémie. Donc, on a du coup l'athlète A, marathon, l'athlète B, natation. Et là, vous me dites, mais on n'a pas dit, il reste le document 6. Eh bien, il faut exploiter le dernier document pour être sûr qu'on a bien les bons sports pour chaque sportif. Pour le document 6, eh bien, c'était déterminer l'énergie consommée par un sportif en utilisant au final une correspondance avec le nombre d'abricots consommés. Donc, pour un abricot, on avait une énergie libérée lors de la réaction de consommation qui était de moins 104,5 fois 10 puissance 3 joules, donc moins 104,5 kilojoules. Le nombre d'abricots consommés par chacun des sportifs, je vous le donne en 1000, document numéro 8, où on avait le nombre d'abricots donnés pour chacun des athlètes, 19 pour l'athlète A, 39, qu'est-ce qu'il est gourmand, pour l'athlète B, ce qui nous permet du coup de trouver une énergie associée à chacun des athlètes qui vous est regroupé dans le tableau. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a fait sous forme de tableau. On n'a jamais rien écrit par rapport au document, mais on a entouré et exploité les données de chacun des documents et on a regroupé ça sous forme de tableau. Donc, on trouve pour l'athlète A à peu près moins 2000 kJ, pour l'athlète B à peu près moins 4000 kJ. Il va falloir comparer ça à la réaction de combustion d'une mole de glucose. Donc, pour trouver la valeur de l'énergie de combustion d'une mole de glucose, eh bien, on va utiliser les énergies de liaison de cette réaction. Donc, vous voyez qu'on prend les liaisons des réactifs qu'on trouve dans les réactifs, les liaisons qu'on trouve dans les produits. On fait la différence entre les deux, ce qui nous amène à une énergie de moins 2678 kJ par mol. Toutes les énergies de liaison étaient données dans le tableau dans le document numéro 6. On a un rendement qui est de 25%, donc ne pas garder cette valeur de moins 2678, il faut prendre la valeur de le rendement de 25%, donc qui abaisse la valeur de cette énergie à peu près moins 670 kJ, ou joule fois 10 puissance 3 joules par mol. Et donc, du coup, on peut en retirer au final la quantité de matière. Et donc, on trouve pour le sportif A à peu près 3 moles, pour le sportif et le B le double, 6 moles. À partir de ça, à partir de la quantité de matière, on peut en déterminer la masse consommée par heure. Donc, on relie la masse à la quantité de matière avec la masse molaire. On trouve pour le sportif A 542 et pour le sportif B le double. On garde ce rapport de x2 entre les deux. Ce qui nous permet, grâce au tableau donné page 6, de quantifier l'intensité de l'effort. On trouve du coup que pour le sportif A, on est plutôt sur une intensité d'effort modérée. Pour le sportif B, au contraire, l'intensité est très forte, ce qui va avec son profil d'athlète très puissant. Pour le sportif B, pour le sportif A, ça va avec sa qualification de sportif plutôt endurant. Et donc, du coup, ça valide le choix qu'on a fait, à savoir que le sportif A, l'intensité de l'effort est modérée. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, mais ça veut dire que ce n'est pas une intensité puissante. On est plutôt sur de l'endurance. Et donc, ça va très bien avec le marathon.
Un autre sport qui correspondait à une intensité d'effort modérée, c'était le saut en hauteur qu'on avait par contre déjà éliminé par la lactatémie. Et pour le sportif B, effort intense, sportif puissant, on est bien sur le 50 mètres nage libre. Les autres sports avaient déjà été éliminés par la lactatémie et par la masse musculaire. Donc voilà, vous avez bien coaché vos sports. Il faut bien coacher vos sportifs parce que là, rappelez-vous, ils ne sont pas assez entraînés. Mais en tout cas, vous avez bien sélectionné le sport qui leur convient le mieux en fonction de leurs caractéristiques. On trouve que pour le sportif A, on y va, on l'entraîne au marathon. Pour le sportif B, on l'entraîne pour la natation. Et go, JO 2024, on y va et on décroche une médaille d'or. Donc voilà ce que vous pouviez faire lors de votre présentation. Donc bien sûr là, on a bien tout détaillé et tout décrit. L'idée bien sûr n'est pas de reproduire à l'identique ce qu'on vient de vous proposer en termes de PowerPoint et d'exploitation des documents, mais ça peut vous donner des idées pour vos futures présentations lors des prochaines épreuves des Olympiades nationales de la chimie. Travaillez bien, bossez bien vos épreuves régionales et puis je vous dis à 2025 aux épreuves nationales des Olympiades de la chimie. À bientôt!